Merci, mesdames et messieurs les journalistes. Nous sommes aujourd'hui réunis pour vous présenter les principales conclusions et recommandations du rapport de la mission d'information Flash sur les zones à faible émission mobilité, les ZFEM. Avant toute chose, je tiens à saluer et à remercier mon collègue, le rapporteur Philippe Tabarot, d'avoir conduit ce travail sur un sujet, tout le monde en conviendra, sujet très épineux et dans un délai aussi bref. Je rappelle que la mission a été constituée au début du mois de mars dernier. Comme vous le savez, les ZFE ont été créés par la loi d'orientation des mobilités, la loi LOM, texte que la commission de l'aménagement du territoire que j'ai l'honneur de présider avait examiné début 2019, en réponse aux problématiques de dépassement récurrent des normes de qualité de l'air. Normes récurrentes de dépassement des qualités des normes de l'air dans certaines agglomérations. Le régime s'est vu considérablement renforcé par la loi Climat et Résilience, texte que notre commission avait examiné dès l'été 2021. Et donc Philippe Tabarot était déjà également le rapporteur sur le volet se déplacer. Ce rapport de la mission Flash ZFE, dont Philippe Tabarot va dans quelques instants vous présenter les grands axes, constitue cela en un rapport d'application de la loi Climat et Résilience. Il s'agit d'un jalon précieux qui, près de 2 ans après l'adoption de la loi, nous permet de faire un point d'étape sur l'application de la loi et sur les évolutions à envisager. Je ne serai pas plus long. Je laisserai la parole à notre rapporteur, à Philippe Tabarot. Je tiens à vous dire, mais il vous l'expliquera mieux que moi, que nous avons présenté ce dossier ce matin en commission et que nous avons et que ce rapport de Philippe Tabarot a reçu un plébiscite sur effectivement. Alors il y a eu beaucoup d'échanges, très intéressants d'ailleurs, beaucoup d'échanges sur ce dossier, mais qui a reçu quasiment un vote à l'unanimité. Et donc je ne serai pas plus long et laisse sans tarder la parole au rapporteur qui va nous exposer les principaux constats et recommandations issus de son travail. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais particulièrement vous remercier pour votre présence. Alors je sais qu'il y a une ministre qui était particulièrement attendue aujourd'hui dans la maison pour une audition. J'ai vu beaucoup de vos confrères se balader dans les couloirs ce matin pour avoir quelques images de l'audition de la ministre, et vous avez préféré vous venir vers le sujet des mobilités. J'en suis ravi, j'en suis particulièrement flatté, ainsi que, je l'imagine, le président Longeau, que je voudrais remercier très sincèrement pour ses mots de présentation et tout simplement pour la confiance qu'il me témoigne au quotidien dans le cadre de mes fonctions de commissaire dans sa commission. Je profite aussi de l'occasion pour remercier le président Larcher, qui a souhaité une mission sur les zones à faible émission, ainsi que le président de mon groupe, le président Retailleau, et le whip de cette commission, mon collègue Didier Mandeli. Et comment ne pas remercier également les administrateurs qui ont travaillé, ou les administratrices, parce que j'ai eu la chance d'avoir 3 administratrices à mes côtés, la responsable Stéphanie, ainsi que Carole et Juliette, qui ont accompli un travail remarquable à mes côtés. Vous connaissez la qualité du travail des collaborateurs du Sénat, et elles l'ont prouvé une nouvelle fois à travers leurs compétences et leur disponibilité. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous exposer les principales conclusions et recommandations du travail que j'ai eu l'honneur de conduire en tant que rapporteur de cette mission d'information flash relative aux zones à faible émission, qui a été créée en mars dernier en réponse à un constat partagé. Partout où elles sont mises en œuvre, les ZFE font l'objet de vives inquiétudes et cristallisent un certain nombre de tensions. Afin de faire le point sur la situation et surtout de proposer des pistes pour améliorer l'acceptabilité du dispositif, j'ai souhaité rencontrer les principaux acteurs des ZFE, collectivités territoriales, usagers, aussi bien particuliers que professionnels, ONG, acteurs économiques, administration publique. J'ai auditionné 45 organisations et réalisé 2 déplacements
à Strasbourg et à Marseille, qui m'ont permis au total d'échanger avec 120 personnes concernées par cette question. Et j'ai également mis un point d'honneur à entendre les 11 présidents ou vice-présidents des agglomérations ayant mis en place une ZFE en application de la LOM, afin de recueillir leur retour d'expérience. En outre, afin de recueillir le ressenti de nos concitoyens sur le déploiement de ces ZFE, j'ai pris l'initiative d'organiser une consultation en ligne sur le site du Sénat. Vous étiez un certain nombre à être venus au moment où nous avons donné les résultats de cette consultation, qui, vous le savez, a battu tous les records, puisqu'elle a recueilli plus de 51 000 réponses. Je ne reviendrai pas sur les tableaux de cette consultation, j'ai eu l'occasion de vous le dire le 25 mai dernier. Enfin, j'ai souhaité recourir à une étude comparée afin d'explorer les modalités de mise en œuvre de dispositifs similaires retenus par certains pays voisins. J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que, bien sûr, à l'issue de mon intervention, vous pourrez avoir le document L'Essentiel qui résumera mon propos. Également, incessamment sous peu, le rapport qui a connu encore quelques petites corrections et probablement l'essentiel aussi qu'on a dû vous mettre en annexe de la consultation, si vous l'aviez perdu depuis notre rendez-vous du 25 mai dernier. Avant toute chose, je vous propose d'évoquer le contexte dans lequel les ZFE ont été institués. Comme vous le savez, cet outil a été pensé pour lutter contre la pollution de l'air dans notre pays, les problèmes sanitaires qui en résultent. Il est admis que la pollution atmosphérique déclenche ou aggrave de nombreuses pathologies, notamment respiratoires, cardiovasculaires et neurologiques, conduisant à réduire l'espérance de vie. Les polluants les plus dangereux font l'objet d'une surveillance au niveau national, en particulier les particules fines, auxquelles on attribue 40 000 décès par an en France, parmi les personnes âgées de plus de 30 ans, et les oxydes d'azote, les NOx, qu'on estime responsables de 7 000 morts par an. Alors une bonne nouvelle quand même, ces 20 dernières années, la qualité de l'air s'est nettement améliorée dans notre pays. De nombreuses agglomérations demeurent toutefois confrontées à des dépassements récurrents des seuils réglementaires. Cette situation a donné lieu à l'engagement de procédures contentieuses à l'encontre de l'État français. Je préfère dire la France, j'aime pas trop l'État français parce que ça rappelle de mauvais souvenirs de notre histoire. Par le Conseil d'État et au niveau européen, par la Cour de justice de l'Union européenne. Depuis 2020, la France a été condamnée à verser 30 millions d'euros d'astreinte du fait de l'insuffisance des actions engagées pour lutter contre la pollution de l'air. Dans ce contexte, la première recommandation de mon rapport consistera à améliorer l'information des citoyens sur les enjeux sanitaires de premier plan soulevés par la pollution atmosphérique. Il me semble que sensibiliser les concitoyens à ces questions ne peut que contribuer à améliorer l'acceptabilité des politiques mises en œuvre pour améliorer la qualité de l'air, à commencer par les ZFE. Pour autant, on est en droit de se questionner sur la capacité des ZFE à répondre à ces problématiques de santé publique de manière efficace. 3 points me semblent intéressants à mettre en avant. Premièrement, si les ZFE permettent d'agir sur les émissions d'oxyde d'azote, dont le transport routier est la source principale dans notre pays, et cela à hauteur de 54%. Cet outil pourtant apparaît un peu moins efficace pour réduire l'exposition aux particules fines qui sont plus majoritairement générées par le secteur résidentiel, notamment les chauffages au bois, ainsi que dans une plus faible mesure par l'agriculture ou l'industrie. Deuxièmement, la part du transport routier dans la pollution atmosphérique peut sensiblement varier selon les territoires, ce qui plaide pour une approche globale mais aussi territorialisée pour lutter efficacement pour la pollution de l'air. Troisièmement, les ZFE, à travers le système de classification critères des véhicules, ne permettent de prendre en compte que les émissions polluantes liées au système d'échappement du véhicule, alors qu'une part importante des émissions de particules est liée au système de freinage et à l'abrasion des pneus. Au total, aujourd'hui, il est trop tôt pour évaluer les résultats des ZFE mis en place en France à ce stade. Ailleurs en Europe, alors que certains présentent des résultats encourageants, d'autres font part de résultats un petit peu plus mitigés. J'en viens à présent au vif du sujet, le déploiement des ZFE en France. Comme vous le savez, les ZFE sont les héritières de dispositifs plus anciens. Je vais vous éviter les APA, les ZCR. Plusieurs régimes de ZFE coexistent.
aux côtés des ZFE qui peuvent être créés à titre facultatif, a été rendue obligatoire la création de ZFE dans les zones connaissant des dépassements de normes de qualité de l'air. Je le disais tout à l'heure, 11 ZFE ont ainsi été créés en application de la LOM avec des modalités de mise en œuvre choisies par chaque agglomération concernée. La loi climat et résilience que nous avons adoptée il y a 2 ans et dont j'étais le rapporteur sur le volet se déplacer a ajouté 2 niveaux supplémentaires à cet empilement de régimes. D'une part, elle prévoit dans les ZFE rendus obligatoires en application de la LOM et dans lesquels des dépassements de normes de qualité de l'air sont encore enregistrés un schéma précis de restriction de circulation qui s'applique et qui consiste à interdire l'accès à ces zones aux véhicules légers suivants: les véhicules classés critère 5 en 2023, les véhicules classés critère 4 en 2024 et les véhicules classés critère 3 en 2025. Il s'agit d'un calendrier qui me semble dans les conditions actuelles très précipité ou trop précipité. J'aurai l'occasion d'y revenir. Excusez-moi pour tous ces détails, mais c'est important de bien comprendre et de bien faire la distinction. Je sais que pour la plupart, vous connaissez bien ces sujets, mais je pense qu'il est quand même bien d'avoir un petit rappel pour un certain nombre d'entre nous. D'autre part, la loi climat et résilience rend obligatoire la création avant le 31 décembre 2024 d'une ZFE dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Comme évoqué précédemment, 11 ZFE ont d'ores et déjà été créées. 4 à 5 d'entre elles seraient concernées par le schéma de restriction de circulation que je viens de mentionner. À ce jour, on constate un déploiement en ordre dispersé des ZFE. Chacune des agglomérations concernées a fixé son propre calendrier d'entrée en vigueur de restrictions pour tenir compte des situations et des enjeux propres à chaque territoire. Alors c'est intéressant, mais certains mettent l'accent sur les véhicules légers, d'autres sur les véhicules lourds, sur les 2 ou 3 roues, quelquefois 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour certains usagers professionnels, les choses sont différentes. Cette hétérogénéité pose un certain nombre de problèmes pour le transport de marchandises, notamment, comme vous l'imaginez, et rend complexe le déplacement d'une ZFE à une autre. Cette situation ne devrait pas s'améliorer compte tenu de l'obligation de la création de ZFE supplémentaires par la loi climat et résilience d'ici 2025. Je le disais à l'instant, 11 ZFE, loi d'orientation des mobilités, une trentaine, 32, 33, 34, on ne sait pas exactement, supplémentaires dans le cadre de la loi climat et résilience. Au total, donc, plus d'une quarantaine d'agglomérations devraient être concernées, ce qui pourrait à terme nuire davantage à la lisibilité du dispositif. Je pense notamment à 2 régions qui vont connaître la concentration de 6 ZFE à quelques kilomètres, qui sont les régions des Hauts-de-France et d'Auvergne-Rhône-Alpes. Aussi, afin d'anticiper le déploiement à plus grande échelle du dispositif et pour permettre une mise en œuvre concertée des ZFE en cours avec celles à venir, nous allons vous proposer d'organiser des conférences régionales pour permettre une meilleure articulation des dispositifs entre eux. Ça ne veut pas dire une harmonisation totale et des règles communes. Peut-être un référentiel commun, en tout cas que tout le monde se mette autour de la table, probablement sous l'égide du préfet de région, pour essayer de rendre aux artisans, au transport de marchandises et même aux particuliers la vie plus simple dans cette coordination indispensable. Cela étant dit, les ZFE étant un outil de santé publique, je rappelle que c'est une politique qui relève de la responsabilité de l'État, la santé publique. Leur déploiement par les collectivités territoriales devrait en toute logique pouvoir s'appuyer sur un réel accompagnement de l'État. Beaucoup d'agglomérations nous ont indiqué que cet accompagnement n'était pas au rendez-vous, que ce soit en matière d'information, que ce soit en matière de soutien financier, en matière de contrôle, de telle sorte que plusieurs d'entre elles ont le sentiment d'être un peu abandonnées ou en première ligne pour mettre en place ce dispositif. Et cela de manière transpartisane, je tiens à le préciser. Au-delà de ce défaut d'accompagnement de l'État que l'on peut regretter, la mise en œuvre des ZFE pose plusieurs difficultés majeures. En premier lieu, les restrictions de circulation en vigueur, surtout celles à venir en application du schéma loi climat et résilience, sont susceptibles de concerner à court terme, ou plus exactement d'ici 1 an et demi, environ un tiers du parc automobile national. Or, cela me conduit au second point, le renouvellement d'un tel nombre de véhicules. Alors, c'est un chiffre très approximatif, mais qui est quand même assez proche de la réalité, de 13 millions.
dans des délais aussi contraints suppose une très forte accélération du rythme d'évolution du parc observé ces 10 dernières années, mais qui semble matériellement peu réaliste. Outre la question de la disponibilité, celle du coût des véhicules est centrale. Je ne parle même pas de l'avitaillement concernant les véhicules électriques. À ce jour, et malgré les aides déjà existantes, le reste à charge pour les ménages comme pour les professionnels reste souvent trop élevé pour permettre un verdissement du parc dans de tels délais. Dans ce contexte, le dispositif tel qu'il existe aujourd'hui présente un risque de creusement des fractures sociales et territoriales. Les craintes que nous avions formulées ici même il y a 2 ans lors de Climat et Résilience semblent aujourd'hui se matérialiser. En l'état, la mise en œuvre des ZFE dans des délais aussi serrés et sans accompagnement suffisant est de nature à faire porter la contrainte prioritairement sur les ménages les plus modestes. Et je souhaiterais m'arrêter un instant sur un exemple que nous avons vécu à Marseille lors de notre visite. Je vous rappellerai que le 3e arrondissement de Marseille, qui est le plus pauvre de France, qui se situe en pleine ZFE, a dans son parc de véhicules 52% de ces mêmes véhicules qui sont classés critères 5, 4 ou 3. 52% de véhicules critères 5, 4 ou 3, ça veut dire 52% des véhicules qui, selon la loi aujourd'hui, ne pourraient plus circuler dans Marseille d'ici 1 an et demi. En outre, les ZFE contraindront sans doute davantage la mobilité des usagers éloignés des centres-villes qui ne disposent pas d'alternatives suffisantes et qui de fait sont plus dépendants de leurs véhicules. Alors que la hausse des prix de l'immobilier a bien souvent conduit ces ménages à résider hors des agglomérations et dans des zones où les transports collectifs sont souvent moins denses, leur interdire l'accès lorsqu'ils souhaitent s'y rendre pour travailler et pour leurs loisirs pourrait aussi s'apparenter à une triple peine. Je précise de mémoire que ce sont 50% des personnes qui viennent travailler en ZFE et qui habitent à l'extérieur des ZFE en moyenne. Pour répondre à ces difficultés, la Commission a adopté 3 axes de proposition. Le premier axe consiste à accélérer le verdissement du parc de véhicules routiers à travers 3 leviers. Premièrement, renforcer les aides à l'acquisition de véhicules propres neufs. D'une part, il s'agit de renforcer et de mieux cibler le bonus écologique et la prime à la conversion qui existe de manière significative au bénéfice des ménages modestes et résidant à distance des agglomérations. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisqu'on s'est aperçu que des personnes qui habitaient hors ZFE n'étaient pas aidées par les métropoles concernées. D'autre part, nous proposons de généraliser le prêt à taux zéro que nous avions déjà voté, cher Président, lors de Climat et Résilience, qu'il avait été retenu en CMP pour une simple expérimentation de 2 ans, qui d'ailleurs n'arrive même pas à se mettre en place. Nous souhaitons pérenniser ce dispositif à prêt à taux zéro garanti par l'État pour l'acquisition de véhicules propres légers. Dans le même ordre d'idées, nous recommandons de créer un prêt à taux zéro spécifique sur les véhicules lourds propres, comme déjà proposé lors de Climat et Résilience. Deuxièmement, il est indispensable d'encourager le développement du marché d'occasion. J'ouvre une parenthèse aussi, je questionnerai le ministre Béchu sur ce sujet cet après-midi et je lui demanderai aussi où en est le projet gouvernemental de leasing social, où on a du mal les uns et les autres, j'imagine, à avoir des informations sur l'avancée de ce dispositif ingénieux, fort généreux, mais dont on n'a pas beaucoup d'informations à l'heure où on parle. J'aimerais pouvoir, encourager le développement du marché de l'occasion pour les véhicules propres. Vous savez que les aides aujourd'hui bénéficient aux véhicules électriques, mais j'aimerais qu'elles puissent bénéficier au marché d'occasion également, et notamment aux vignettes critères 1, pour permettre, le cas échéant, une étape supplémentaire et beaucoup moins lourde financièrement pour certain nombre de nos concitoyens. Et bien sûr, le recours au rétrofit. Rétrofit plus compliqué pour les voitures de particuliers, mais plutôt bien avancé en termes de technologie pour les VUL ou pour les camions.
C'est l'objet de plusieurs propositions avec un bonus écologique, véhicule d'occasion classé critère 1, intégration du rétrofit sur le suramortissement vert pour les entreprises, etc. Troisièmement, nombre d'acteurs entendus critiquent la complexité et la manque de lisibilité du système d'aide à l'acquisition actuel qui repose sur une multiplicité de dispositifs au niveau national et local. Cela se traduit par un phénomène assez frustrant qui est le phénomène du non-recours aux aides. Pour remédier à cela, la Commission, vous avez 50% des personnes qui ont droit à des aides et qui ne les utilisent pas, qui ne les demandent pas ou qui ne savent pas où les demander. D'où l'idée, alors qui vous paraît traditionnelle parce qu'on en entend souvent parler, mais là c'est l'exemple que c'est indispensable. Nous souhaitons un guichet unique, alors plutôt au niveau des régions, parce que les régions maintenant ont une compétence au niveau économique et ont un certain nombre de guichets uniques, quel que soit voilà, le niveau qui est choisi, il est indispensable pour permettre l'utilisation et le phénomène, pour lutter contre le phénomène de non-recours aux aides pour des personnes qui en ont vraiment besoin. Le remplacement de l'ensemble des véhicules les plus polluants par des véhicules propres n'est pas en soi à rechercher, ne réglera pas par exemple la problématique de la congestion. Les zones à faible émission doivent être pensées dans une politique plus globale de mobilité. Et donc ça, c'est l'objet du deuxième axe, puisque l'objectif, et on en parle dans ce rapport, c'est bien sûr d'utiliser des alternatives à l'usage de la voiture autour de deux leviers. Créer un véritable choc, et j'utilise le terme à dessein, d'un choc d'offres alternatives de transport à l'autosolisme. C'est bien sûr ce qui existe déjà avec la création de pôles d'échange multimodaux, de services de car express qui peut être une bonne solution, et puis le développement des services express régionaux métropolitains, qu'on appelait les RER Macron il y a quelque temps et qui sont en train de se transformer, que nous attendons au Sénat soit avant la fin de la session, soit au tout début de la prochaine session, pour pouvoir permettre d'accélérer l'offre et d'augmenter l'offre au niveau des transports en commun. Et dans le même esprit, quelque chose, et je sais que le président Longeau est très attaché à ça aussi, l'abaissement du taux de TVA à 5,5 sur les transports collectifs, que nous avions décidé et voté plusieurs fois au Sénat, parce que nous considérons que cela pourra aider un certain nombre d'autorités organisatrices de mobilité à être plus offensive dans son offre et pourquoi pas répercuter aussi sur la tarification, cet air que pourrait donner cet abaissement de la TVA à 5,5, tel un produit de première nécessité. Également des réflexions et notamment suivant un exemple que nous avons pu entendre à Bruxelles, la création pour certains ménages d'un budget mobilité en échange de la mise au rebut d'un véhicule polluant qui pourrait être utilisé sur le mode de transport, mode doux, vélo, transport en commun, utilisé par la personne selon son choix. J'en arrive au troisième et dernier axe du rapport, assouplir le calendrier de restriction de circulation. Nous vous proposons deux mesures. Une première mesure qui est de rationaliser le calendrier d'entrée en vigueur des interdictions de circulation qui apparaissent irréalistes du fait d'échéances trop rapprochées, compte tenu des difficultés rencontrées, tant par les 11 ZFE déjà institués que par celles à venir. Nous proposons de rendre le calendrier actuel tout simplement plus réaliste. On peut se faire plaisir en disant oui, le calendrier sera tenu, ça ne sera pas le cas. C'est clairement, pour avoir été sur les territoires, pour avoir échangé avec les responsables des métropoles, totalement irréaliste. Donc moi je propose un calendrier qui soit plus réaliste à travers trois leviers, repousser à 2030 au plus tard, et le au plus tard est important, l'entrée en vigueur des restrictions de circulation concernant les véhicules classés critère 3. Pour les territoires qui sont prêts, qui souhaitent le réaliser et qui pensent que la population est prête à opérer cette transition et à abandonner leurs véhicules critère 3, ils auront la possibilité de le faire. Mais pour ceux qui pensent, comme nous, que sous un an et demi, il est totalement impossible de supprimer un véhicule sur deux sur certains territoires, on veut être plus transparent et moins rêveur sur les objectifs.
Et se pose bien sûr la question des contrôles qui devront venir un jour ou l'autre de toutes les manières, que ce soit l'État ou les collectivités. C'est la raison pour laquelle on pense qu'il est plus sain de repousser, par souci de transparence et de lisibilité, à 2030 au plus tard l'entrée en vigueur. Pour ces ZFE LOM, des critères 3, fixé au 1er janvier 2030 également, donc repoussé de 5 années, la date butoir pour la création des autres ZFE, celle d'agglomération de 150 000 habitants qui était proposée dans Climat et Résilience. Et là, de toutes les manières, c'est ce qu'on avait déjà voté au Sénat, donc ça ne change rien. On considère là aussi, et on a eu un retour des échanges de questionnaires de la quarantaine de présidents concernés, la plupart ne se voient pas mettre en place une ZFE dès 2025. Pour autant, ceux qui en ont la volonté peuvent le faire à travers leur pouvoir de police, à travers des aménagements urbains qu'ils ont compétence pour mettre en place, que ce soit des zones 30 dans leur centre-ville, que ce soit par la suppression d'un certain nombre de feux rouges qui sont source quelquefois de ce qu'on nous a dit de pollution. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir laisser la main au territoire, mais que la date butoir ne soit plus de 25, mais de 30, pour pouvoir s'organiser. Enfin, dans l'ensemble de ces ZFE, mais elles sont venues d'elles-mêmes à ce résultat, à part deux d'entre elles qui ont proposé des clauses de revoyure, le report est notamment pour les véhicules lourds des critères 2, en gros du diesel jusqu'en 2030. Autant les choses évoluent plutôt positivement pour rendre le parc plus propre au niveau des véhicules de particuliers, autant au niveau des véhicules lourds, notamment tous les véhicules concernant le bâtiment, concernant le transport de marchandises, concernant les forains, on en a vu beaucoup. Je peux vous dire que la technologie et le coût des véhicules décarbonés est largement trop important financièrement et intenable pour pouvoir supprimer avant 2030 les critères de donc la fin du diesel. Les exemples européens montrent aussi, et ça c'est ce qui m'a particulièrement intéressé dans l'étude de droit comparé, dans les auditions que nous avons eues avec d'autres pays, c'est la progressivité du calendrier. C'est ça la clé de la réussite. Pourquoi on parle des exemples étrangers? Ils ont commencé avant nous et ils terminent après nous. Exemple Bruxelles, 18 ans pour mener à bien ce calendrier. Nous, on est sur 5 ans. Voilà, j'en dirai pas plus. Enfin, compte tenu des contraintes qui pèsent sur le renouvellement du parc de véhicules, nous proposons une mesure d'accompagnement qui est pragmatique, alors qui peut se substituer le cas échéant par rapport à la précédente proposition, si le gouvernement ne retient pas notre volonté de voir le calendrier être un peu retardé, tout simplement par honnêteté intellectuelle et transparence, c'est de dire qu'il y aurait la possibilité de prendre des mesures d'accompagnement pour individualiser le système de vignettes critères en fonction du degré d'entretien des véhicules. Parce que l'entretien du véhicule et le degré d'entretien de ce même véhicule peut avoir une incidence non négligeable sur la quantité de polluants émises. Nous souhaitons renforcer le contrôle des émissions polluantes dans le cadre d'un contrôle technique qui serait concomitant avec le contrôle technique de sécurité obligatoire et qui pourrait permettre de récompenser les comportements vertueux et aux personnes qui entretiennent bien leur véhicule et qui n'est pas plus polluant, un peu plus polluant et même moins polluant qu'un véhicule critère 1 lourd avec des gros pneus usés, de pouvoir être exonéré de l'application des vignettes critères et d'avoir une espérance de vie de quelques années, limitée, mais de quelques années supplémentaires. Ça, c'est une mesure pour individualiser les choses. Voilà, comme je l'ai dit, mettre 13 millions de véhicules à la casse en moins d'un an et demi, quand on nous demande dans notre domicile d'essayer de donner une deuxième vie quelquefois, cher président, à notre téléviseur, voire à notre machine à laver,
de les faire réparer plutôt que de les jeter, d'en acheter une autre. Je pense que pour les véhicules, ça pourrait être un petit peu la même chose, si bien sûr ces véhicules répondent aux critères des centres de contrôle qui, avec des nouvelles technologies, arrivent à contrôler ou arriveront à contrôler dans les mois qui viennent la consommation, en tout cas la production de particules fines ou de dioxyde d'azote dans les pots d'échappement des véhicules vignette critère 3, par exemple. Voilà, j'en ai terminé pour une présentation de ce rapport que vous aurez, qui a une centaine de pages avec, ben voilà, que vous avez. Ah non, ça c'est un dossier de presse. Vous avez l'essentiel à l'intérieur également, peut-être les deux essentiels, celui de la dernière fois et celui-là. Vous avez également toutes les personnes qu'on a eu l'occasion d'auditionner en annexe, je pense. En tout cas, si vous le souhaitez, nous pouvons vous les faire parvenir. Et vous verrez que le travail, je l'espère, a été intéressant pour nous, je l'espère complet, le plus objectif possible, sans a priori, et en essayant de relater au maximum la situation telle qu'on l'a perçue, et avec des propositions qui nous paraissent raisonnables, et qui, je l'espère, seront reprises par le gouvernement. Ce sera peut-être une de vos questions, mais je vais me permettre de la devancer. À 15 heures, je ne sais pas 15 heures combien, l'ordre des questions au gouvernement n'est pas sorti, mais à 15 heures et quelques, ou en tout cas entre 15 heures et 16h30, j'aurai l'occasion de poser une question au ministre Béchu pour lui demander ce qu'il compte faire quand il en aura pris connaissance de ce rapport sénatorial que j'aurais qualifié d'excellent si ce n'était pas le mien. Mais je confirme qu'il est excellent. Je plaisante, hein, vraiment. Voilà. Est-ce que je peux répondre à vos questions? Est-ce que vous permettez que j'enlève la veste? Parce qu'il fait relativement assez chaud. Il fait chaud, oui. Et puis, à votre disposition. Il semble que tu aies dit beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de questions. Est-ce que je vous ai saoulé? Oui, ah non, non, non. Allez, oui. Suite à tout ça. Oui. Merci. César Armand, La Tribune. Concrètement, comment ça va se traduire si c'est repris? Est-ce qu'il faut une PPL? Il faut des décrets d'application de la loi climat et résilience pour modifier les dates? Concrètement, comment ça pourrait être amélioré? Dans les 9 recommandations, il y a un petit peu de tout. Il y a des... alors, je parle vraiment sous le contrôle de... Voilà, je n'ai pas une connaissance suffisamment fine de ces questions, et je parle sous le contrôle de nos administrateurs, mais il y a des préconisations du rapport qui sont réglementaires et qui peuvent être adaptées et mises en place immédiatement. Il y en a qui sont plus législatives, qui peuvent... peut-être pour un certain nombre d'entre elles également être votées à travers les lois de finances qui peuvent le permettre. Donc voilà, dans les recommandations, il y a un petit peu de tout au niveau réglementaire ou législatif. Après, voilà, je ne demande pas au gouvernement de stricto sensus de reprendre nos 9 recommandations. Il y en a quelques-unes en plus qui peuvent se substituer à d'autres, mais voilà, il y a des mesures de nature législative qui peuvent peut-être arriver aussi sur un certain nombre de textes qu'on peut avoir sur les mobilités, comme on en a assez régulièrement, ou bien de manière réglementaire assez rapidement s'ils le souhaitent. Le téléphone qui peut me servir d'anti-sèche, oui c'est ça. Voilà, par exemple, le critère de bonus, tout ce qui touche au bonus écologique et réglementaire, le PTZ et le rapport du calendrier est un petit peu plus législatif. Oui, pardon. Laurent Miguel du Moniteur DTP, vous avez parlé de plébiscite. Plus précisément, qui a voté c'est le président Longeau qui je ne me serais pas permis. Concernant les votes de ce matin, l'ensemble des commissaires des Républicains ont voté pour le texte. Bon, c'est bien, ils avaient intérêt à le faire. Je plaisante. Non, ils l'ont fait dans leur ensemble. L'ensemble des commissaires de l'Union centriste aussi.
et l'ensemble du groupe socialiste qui a voté également pour le texte. Nous avons eu de mémoire deux abstentions et d'abstention bienveillante telle qu'elle a été exprimée des représentants communistes, et nous avons eu 2 votes contre des Verts, dont un qui a reconnu qu'il aurait voté 7 des 9 mesures. Mais je ne pouvais pas les saucissonner. Oui. Oui, merci. Gatien Goriposo de l'Argus. Est-ce que votre rapport contient des préconisations particulières pour les véhicules anciens, autrement dit plutôt les véhicules de collection de plus de 30 ans qui sont peut-être polluants mais qui parcourent des distances plutôt faibles chaque année? Non, alors là, c'est le collègue du président Longchamp, Jean-Pierre Moga, qui vous a envoyé pour la question, c'est ça? Ah d'accord, non, je plaisante. Je plaisante. Non, alors, concernant principalement la question de toutes les dérogations, la main reste au territoire. C'est-à-dire que nous, on n'a pas cherché à s'immiscer dans les choix que les territoires ont fait, notamment sur tout ce qui touche aux dérogations. Il y a des dérogations, par exemple, il y a des agglomérations qui mettent en place des passes pour les petits rouleurs. Il y a des agglomérations qui mettent en place des passes, 24 passes à l'année, voilà, pour pouvoir circuler en ZFE, même si vous n'avez pas la bonne vignette critère. Et certaines agglomérations ont décidé d'exempter les véhicules de collection sous certains critères, la date peut-être de fonctionnement de la voiture ou autre. La main reste au territoire. Et quand j'ai parlé d'une certaine coordination, c'est pas que je veux revenir en arrière, c'est simplement, c'est pas tant le problème des voitures de collection, mais plus pour le transport notamment de marchandises, qui est une coordination au sein de la région pour que les règles et les référentiels soient quand même communs, ou en tout cas quand il y a une demande de dérogation pour une ZFE de la région, si elle est accordée, elle puisse fonctionner pour tous les autres. Voilà, c'est simplement là-dessus. Par contre, la main reste au territoire, et chaque territoire a déjà, en lien avec les associations, accepté, je pense, des dérogations dans un cadre spécifique. Ça peut être sur des week-ends, ça peut être... voilà, il y a en tout cas des règles très décentralisées qui existent sur les territoires et qui sont qui ont fonctionné plutôt bien et globalement quand même dans la concertation. Quand je parlais de manque de concertation et d'information, elle a été bien réalisée sur les territoires. C'est plus au niveau de l'État qu'elle est absente. Voilà, on a visité notamment à Strasbourg l'agence du climat qui va visiter les personnes pour leur expliquer les ZFE, comment ça fonctionne, quand, comment, pourquoi, voilà. Donc ça se fait plutôt bien sur les territoires avec tous, beaucoup moins au niveau de l'État. Oui. Pardon. Oui. Justine Perrou. Pardon. Alors, Madame Perrou, vous me demandez, vous me dites bonjour. Bonjour, Madame Perrou. Avec vos préconisations, propositions, que va-t-il advenir des 11 ZFE déjà existantes et des 32 nouvelles? Doivent-elles revoir leur copie pour une meilleure coordination comme souhaité? Alors, non, elles continuent leur vie, c'est-à-dire que les règles qui ont été mises en place, notamment pour les 11 premières, de supprimer pour la plupart d'entre elles, pour toutes, les critères 5, pour la plupart d'entre elles, pas toutes, mais les critères 4, continuent à fonctionner. Pour celles qui souhaitent accélérer ou qui ont souhaité accélérer le calendrier, elles ont pu le faire. Simplement, arrivant à l'échéance, elles sont revenues pour la plupart en arrière. Donc elles ont toujours cette liberté de faire. Simplement, pour celles qui s'inquiètent de l'obligation de reporter, d'appliquer l'interdiction des critères 3 dans 1 an et demi, elles ont la possibilité
de lisser cette décision sur le temps. Ça peut être 2026, 2027, 2028, 2029, et ça peut aller au maximum jusqu'à 2030. Et pour les 32 nouvelles théoriques, là aussi, si elles souhaitent le faire comme c'était prévu au 1er janvier, elles peuvent très bien mettre en place leur zone à faible émission. Elles ont les pouvoirs de police pour le faire. Par contre, celles qui demandent plus de temps pour informer, pour concerter, pour coordonner, elles auront, si notre proposition est retenue, jusqu'au 1er janvier 2030 pour la mettre en place. Oui. Alain Leblois pour Ouest France. J'avais deux petites questions. Une très pratique sur les. Vous avez évoqué la généralisation du prêt à taux zéro garanti par l'État pour l'échange de véhicules d'occasion. Pour l'achat d'un véhicule d'occasion, en fait, est-ce que c'est les mêmes conditions que pour l'achat d'un véhicule neuf moins polluant c'est les mêmes critères. Alors. Et seconde question, j'avais sur les contrôles. Vous avez évoqué la question des contrôle dans les rencontres que vous avez eues sur le terrain. Est-ce que c'est un sujet d'inquiétude pour les présidents d'agglo? Alors, concernant la question des aides, oui, on souhaiterait que les aides, les principales aides, que sont le bonus écologique, alors dans un moindre niveau la prime à la casse, mais le bonus écologique qui, de mémoire, représente plus d'1 milliard. L'idée, c'est de changer un certain nombre de critères. Comme je vous l'ai dit, c'est de permettre aux ménages les plus modestes d'en bénéficier à un taux plus important qu'aujourd'hui. Et pour que ce soit pratiquement un moyen constant, ceux qui n'en ont pas besoin et qui l'ont automatiquement sont très heureux que ça puisse profiter à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Et deuxièmement, qu'on puisse le proposer aussi de manière supérieure, plus importante, aux personnes qui sont hors ZFE, parce qu'elles ne sont pas aidées, elles, par les métropoles, qui n'ont pas compétence pour aider des personnes qui sont hors de leur territoire. Et quand je dis hors des ZFE, c'est hors des ZFE en résidence. Mais ce sont des personnes qui viennent travailler dans les ZFE. C'est l'obligation quand même de pouvoir bénéficier de ces aides. Donc on a essayé, et vous le verrez dans le rapport, c'est très détaillé, ça va être long de tout expliquer, mais l'idée c'est vraiment d'axer ménages plus modestes, les ménages qui sont hors des ZFE mais qui viennent travailler dans les ZFE, et aujourd'hui de permettre aussi, pour ceux qui ne peuvent pas aller à l'électrique immédiatement pour des raisons financières, d'aller sur un marché d'occasion, critère 1, qui peut permettre de faire cette transition. Et puis de toute manière, l'offre aujourd'hui n'existe pas et n'est pas suffisamment importante sur l'électrique. Donc il y a des voitures qui ont une espérance de vie plus ou moins longue. C'est le cas pour les vignettes critère 1. Donc c'est important d'ouvrir ce marché à l'occasion et de donner un bonus écologique pour les personnes qui remplaceraient leur vignette, critère vignette 5, 4 ou 3 pour aller sur du 1. Et la question du contrôle, la question du contrôle, je vais vous le dire très franchement, je reconnais que dans le rapport, vous ne trouverez rien je dirais, pas de recommandation concrète là-dessus. La seule recommandation qu'on peut avoir, c'est que l'État et les collectivités se mettent d'accord là-dessus. Voilà, moi je ne veux pas dire qui doit faire quoi, mais en gros, l'État, depuis 4 ans, laisse espérer la mise en place de lecture automatique des plaques. Ils auraient lancé, je parle au conditionnel, un appel d'offres à ce sujet et mettraient à disposition au deuxième semestre 24 ce dispositif aux agglomérations qui le souhaitent. On va parler un instant politique. Est-ce que vous êtes persuadé que, par exemple, en 2025, la veille des municipales, certaines agglomérations soient très enclins à installer des radars pour la lecture des plaques et pour les PV qui vont avec? Alors, pour essayer de convaincre les collectivités de le faire, l'État a dit
on vous fournit les radars, vous les payez quand même, mais à travers le fonds vert. Fonds vert, 150 millions sur les ZFE, pratiquement 80 millions déjà d'engagés ou de consommés. Je ne sais pas si ça suffira. Et Royal, l'État leur laisse quand même les bénéfices des amendes potentielles. Tout ça pour vous dire que d'un autre côté, les collectivités n'ont pas très envie. Vous nous dites que c'est un problème de santé publique. La santé publique, c'est l'État. C'est à vous de contrôler. Nous, en plus, les agglomérations, on n'a pas de pouvoir de police. Voilà. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui sur la question du contrôle. Je suis français, vous êtes français. Quand il n'y a pas de contrôle en France, c'est pas de manière très spontanée qu'on respecte ou qu'on anticipe les règles. Donc voilà, cette question va continuer à se poser et les uns et les autres devront trancher, prendre leurs responsabilités. Parce que je l'ai dit ce matin aux collègues verts qui n'ont pas souhaité voter la mesure, ou pour un d'entre eux, je lui ai dit, c'est facile de dire gardez le calendrier. Par contre, tant que ça ne sera pas effectif de manière concrète, vous n'allez pas sauver plus de vies parce que vous interdisez les vignettes critères. On le voit, tous les présidents d'agglo nous disent les quelques contrôles qui sont opérés, ce sont des contrôles annexes, c'est-à-dire que quand vous allez contrôler quelqu'un pour une autre infraction, dépasser la vitesse, conduite en état d'ébriété, il y a un contrôle qui sera fait de peut-être ou non de la vignette critère. Monsieur Estrosi, qu'on a auditionné ici, nous dit c'est une mesure d'État, c'est santé publique. Moi, ma police municipale ne contrôlera pas les vignettes critères. Voilà. Je vous donne quelques exemples sur la difficulté du contrôle et sur le fait que l'État et les collectivités doivent avancer probablement sur ce sujet. Mais moi, je ne me suis, n'écoutant que mon courage qui ne me disait rien, je me suis abstenu de me prononcer sur ce sujet dans le rapport parce que j'ai pas de la bonne solution si les uns et les autres ne prennent pas leurs responsabilités. Il fonctionne ? Oui. Sophie, je peux y aller ? Oui, oui. Sophie Litsanen pour Contexte. Oui. Du coup, vous allez poser une question à Monsieur Béchu tout à l'heure et je suppose lui parler de votre rapport. Oui. Je voulais savoir, est-ce que vous avez eu aussi des contacts avec Anne-Marie Jean et Jean-Luc Moudin qui ont été chargés du comité de concertation en début d'année, qui eux aussi ont bien avancé sur leurs travaux. Et est-ce que vous ne craignez pas que vos propositions arrivent un peu tard et ne soient pas prises en compte dans leurs propositions qu'ils feront au ministre cet été ? Non, c'est les leurs qui vont arriver un petit peu tard. Je crois qu'il y a eu des conférences et des conférences et des conférences. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Moi, j'ai l'impression que le gouvernement souhaitait gagner du temps. Et que comme par hasard, c'est quand on a lancé notre mission Flash, que le calendrier des personnes qui ont été mandatées par le gouvernement s'est accéléré de manière incroyable. Donc j'en suis ravi si ça a pu au moins servir à ça. Par contre, concernant M. Moudin et Mme Jean, ce sont des gens compétents, qui connaissent très bien le sujet, que nous avons eu l'occasion d'auditionner. Et je ne doute pas un instant qu'ils feront un certain nombre de propositions. Moi, j'ai pas, et je sais que le président Longeau, le président Larcher, le président Retailleau sont dans cet état d'esprit. On veut rien revendiquer. Moi, je veux pas la marque, le tampon du Sénat sur une recommandation approuvée, labellisée par le Sénat. Je veux que les choses avancent sur les zones à faible émission. J'ai conscience de ce problème de santé publique, mais d'un autre côté, j'ai conscience qu'il y a une inacceptabilité sociale qui règne aujourd'hui dans mon pays, et j'ai pas encore envie de revoir des gilets jaunes bloquer le pays, de voir de la violence sur certains territoires, des manifestations comme on en voit de plus en plus souvent, notamment sur le secteur de Rouen, et bientôt dans d'autres secteurs si des mesures ne sont pas prises. Qu'elles soient prises suite à des recommandations de M. Moudin ou Mme Jean, ou soit de Mme Pompili aussi, qui est maintenant une mission sur le sujet, ou bien de notre rapport. J'ai aucun droit d'auteur sur cet excellent rapport et il sera utilisé, je l'espère, et si ce n'est pas le cas,
à l'identique, j'ai trouvé des mesures intéressantes sur le rapport Le Seul et Milienne également, que j'ai pas repris dans le rapport parce que la question m'a été posée. J'allais pas plagier le travail et les propositions intéressantes qu'ils ont pu faire. Donc vraiment, le principal, c'est qu'on avance sur ces ZFE et qu'on puisse de nouveau, et je pense que c'est un vrai objectif qu'on peut se fixer, même s'il y a une amélioration de la qualité de l'air dans notre pays depuis un certain nombre d'années. Si on arrive à réconcilier qualité de l'air avec acceptabilité sociale, on aura collectivement rempli notre mission. Deux questions en ligne. Alors, le problème des questions en ligne, je vais vous dire le problème. Des véhicules roulant en GPL. À toi, tu n'as pas besoin, je te félicite. Voilà, depuis quelques temps, j'ai été frappé. Depuis une petite semaine. Alors, attendez. Ah non, je vois, c'est encore plus mal. Alors. Les véhicules roulant au GPL ou le 85, là aussi, est-ce au territoire de déterminer leur sort? Deuxième question, un bonus plus élevé pour les véhicules d'occasion, 1 000 € seulement aujourd'hui, ne serait pas non plus une solution pour les Français ayant des revenus modestes? Oui, on enverra les préconisations à Automoto, enfin le rapport à Monsieur Dupont. Il y a un certain nombre de propositions également donc, sur des majorations de bonus sur ces questions. Et puis, bien sûr, on prend en compte tout ce qui touche au rétrofit et notamment c'est l'éthanol 85 là que je vois, c'est ça? Oui. Voilà. Tout à fait, et le GPL. Oui, oui, tout ce qui touche au rétrofit figure dans le rapport. Monsieur Dupont, on enverra à Automoto tous ces éléments. Oui. Je voudrais revenir sur les annonces du gouvernement d'octobre 2022. Ils avaient parlé aussi de lancer une grande communication nationale au premier voilà, octobre 2022, vous m'avez redonné la date. 23, oui, 22, voilà. on est en 23. Ils travaillent très vite, octobre 2022, et on va avoir les conclusions parce qu'on a accéléré un petit peu, nous, notre calendrier voilà. Maintenant, tant mieux. Et le gouvernement, vous avez d'ailleurs aussi organisé un débat avec Christophe Béchu en janvier, je crois, sur ce sujet. Ils avaient annoncé une grande campagne de communication au niveau national au premier semestre, on est mi-juin. Est-ce que vous avez des nouvelles de ça ou pas? Non. Pas vraiment. Moi, j'ai rien vu sur la commune. Et aussi, on a eu 2 coordinateurs interministériels sur le sujet. Édouard Manini, puis le deuxième, dont on ne connaît pas encore le nom, sauf les initiés. Est-ce que ça veut dire que c'est un sujet inextricable ou que... Comment on peut s'en sortir par le haut collectivement, État, parlementaires, collectivités et citoyens? Moi, je vous dis qu'on a réussi notre mission, c'est d'abord accélérer un petit peu les choses. Je suis déjà content de ça. Je ne sais pas, cher Jean-François, qu'est-ce qui sera repris, mais déjà, ça a accéléré les choses. Comme vous l'avez dit, 2 coordinateurs. Le premier, on l'a reçu dans le cadre de notre mission flash. 24 heures après, on nous dit c'est plus lui. Bon, ça peut arriver et bon, on n'a pas eu l'occasion de pouvoir recontacter le nouveau. Voilà, le calendrier avancé, j'ai l'impression qu'il y avait une volonté de laisser retomber les choses. Après, à la décharge du gouvernement, il y a quelques sujets sociaux aussi dans le pays en ce moment, ou en tout cas ces derniers mois, qui ont animé l'agenda de tous les partenaires. Mais je pense que voilà, l'idée, c'est de pouvoir continuer à avancer. L'information. Moi, l'information... Je sais très bien que l'État, et je l'ai dit d'ailleurs aux collègues ce matin, quand l'État veut communiquer, il sait très bien le faire. Il a les moyens, et deuxièmement, ils le font de manière plutôt pertinente. Quand vous avez un spot télévisé ou des encarts pris dans la presse écrite ou sur des médias internet qui sont... particulièrement marquant et bien fait, ça vaut toutes les informations possibles. Voilà, il y a des spots et j'imagine malheureusement, j'imaginerais très bien un spot qui pourrait montrer ce que la pollution atmosphérique, alors pas que du fait de, je le rappelle, de la route, mais également de l'industrie, des chauffages à bois et autres, mais susceptible de causer. Si vous mettez un enfant qui ouvre sur le périph' sa fenêtre et qui commence à faire une crise d'asthme,
vous allez sensibiliser les concitoyens à ce qui est une réalité. Hein. C'est pas, voilà, ça existe, c'est pas inventé, c'est pas surjoué, ça existe. Les chiffres qui vous ont été donnés, les particules fines, c'est 40 000, j'ai parlé des 7 000 sur les NOx, mais 40 000 sur les particules fines. Il y a beaucoup de maladies qui sont la conséquence de ça. Si vous montrez des images chocs, voilà, on a tous aussi en mémoire des spots sur l'alcool au volant, sur toutes ces questions. Quand ils veulent, ils peuvent. Et je leur reproche de ne pas l'avoir fait parce qu'on est rentré dans une confusion où les personnes pensent qu'on est sur des sujets uniquement climatiques. C'est un sujet important aussi, la protection de la planète, la couche d'ozone, mais c'est quand même un sujet distinct. Voilà, vous ne pensez pas sauver peut-être l'humanité en changeant de voiture. Par contre, comme c'est fait en Belgique, quand vous contrôlez en bas de chez vous, dans l'école de votre fils, le taux de pollution, comme ça se fait dans ce pays, hop, là, ça a tout de suite, voilà, vous y êtes confronté de manière directe, ça vous marque et ça vous fait réfléchir. Oui. Prévenez-moi quand il y a des questions au gouvernement, parce que je vais avoir l'air bête de ne pas poser la question. Alors qu'on l'a annoncé, tu me dis. Hein, Vous avez parlé des 13 millions de véhicules légers impactés d'ici 2025 dans le texte actuel. Est-ce que vous avez calculé l'impact spécifique aux véhicules utilitaires des artisans en nombre de véhicules, en impact financier? Il est beaucoup plus important parce que voilà, la production et l'acquisition. Alors aujourd'hui, de mémoire, les vulles, il y en a 6 millions dans notre pays. Hein. Donc si le diesel est interdit, ils sont 100% au diesel. Si le diesel est interdit, voilà, vous imaginez alors, de mémoire, il y a peut-être, mesdames, ça doit être 2% environ de vulles qui ne sont pas au diesel, mais le reste le sont. Certains territoires souhaitent interdire le diesel encore pour l'instant, que ce soit Lyon ou Strasbourg en 2028. En 2028, j'imagine que voilà, les 6 millions de vulles ne pourront pas être remplacées, en dehors du fait aussi qu'il y a, voilà, quand vous avez une énorme entreprise qui doit changer sa flotte, allez, je vais dire que ça fait jamais plaisir, notamment quand elle est 5 fois plus chère en termes de coûts, mais il y a des entreprises qui ont les reins pour pouvoir amortir ça sur un certain nombre d'années après. Un petit artisan, il ne peut pas le faire de manière aussi facile et on a rencontré des associations d'artisans qui nous disent qu'ils refusaient des petits marchés publics dans des villes qui sont en ZFE aujourd'hui. Alors écoutez, si j'ai vu que le maître de l'horloge et du temps me dit que voilà, vous voyez, c'est 6 millions de vulles, mais il y en aurait déjà 2,5 millions qui seraient concernés. Donc voilà, moi je veux bien, je l'ai dit à mes collègues, aux 2 collègues qui n'ont pas souhaité voter ce matin le texte, je leur ai dit, vous pouvez penser, alors soit on est dans la politique, et la politique peut être aussi de la communication, hein, vous me reprochez d'envoyer un mauvais message. J'ai dit, j'envoie pas un mauvais message, je dis la vérité. Voilà, je dis la vérité. De dire qu'on va moins polluer en 2025 si on garde le même schéma de restriction, c'est faux. Voilà, c'est faux. Moi, je veux un calendrier réaliste et je veux qu'enfin les Français puissent comprendre pourquoi on leur demande ces efforts et leur donner le temps de s'organiser pour le faire et de les aider pour le faire. Parce que les Français, ce n'est pas que les Français ne le veulent pas, c'est que bien souvent, ils ne le peuvent pas. Voilà. Merci. Merci à vous.